Bonjour à tous nos abonnés, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis en 2020. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. La ville de Dayton, située dans le comté de Montgomery, dans l'État de l'Ohio, abrite plus de 130 000 habitants. C'est une ville assez animée. C'est précisément là que Whitney Lynn Ostler est née le 27 juillet 1995. Elle avait une sœur aînée nommée Chelsea. Les deux filles étaient très proches dès leur plus jeune âge. Le mariage de leurs parents ne se passait pas très bien. À peine 2 ans après la naissance de Whitney, la tension est montée à un tel point que le couple a décidé de se séparer. La garde des enfants a été confiée entièrement au père en raison des problèmes de santé de la mère. Les deux jeunes filles grandissaient avec peu de contact avec leur mère. Malgré les difficultés familiales, Whitney était une petite fille joyeuse et sociable. Elle grandissait avec une grande créativité et aimait dessiner. Elle était douée pour le dessin. C'est pourquoi son père l'a inscrite dans une école d'art, où elle a pu développer ses talents. Sa personnalité créative se manifestait dans tout ce qu'elle faisait. Whitney aimait expérimenter le maquillage et les nouveaux vêtements, et elle faisait preuve de créativité même dans les travaux de rénovation. Lorsque Whitney a eu 12 ans, sa mère Kimberly a retrouvé la santé et a décidé de réapparaître dans la vie de ses deux filles. À ce moment-là, Chelsea était déjà une jeune femme, elle avait un emploi et avait déjà quitté la maison de son père. Pendant ce temps, Whitney continuait de vivre avec son père. Sa mère voulait que ses filles viennent vivre avec elle. Le rapprochement avec Chelsea s'est mal passé car Chelsea n'avait plus besoin de sa mère et construisait sa propre vie. Mais Whitney a accueilli avec enthousiasme l'idée de renouer avec sa mère. Elles ont commencé à se voir régulièrement, à passer du temps ensemble et se sont progressivement rapprochées. Finalement, Whitney a emménagé chez sa mère. Pendant les années suivantes, elle a vécu avec sa mère tout en continuant à voir son père. À l'âge de 15 ans, alors qu'elle était au lycée, Whitney a rencontré un garçon nommé Randy Ryder. Ils ont tout de suite été attirés l'un par l'autre et ont entamé une relation amoureuse. Leur relation a duré plusieurs années avant que Whitney ne présente son petit ami à ses parents et ne soit invitée à un dîner de famille chez les parents de son petit ami. Les jeunes amoureux étaient inséparables et leur couple était solide. Après avoir terminé l'école, ils ont commencé à chercher du travail et à envisager d'entrer à l'université. Ils faisaient tout cela ensemble. En 2017, Whitney a appris qu'elle était enceinte. À ce moment-là, elle avait 22 ans. Bien que la grossesse ait été une surprise totale pour les amoureux, eux-mêmes et leur famille ont accueilli cette nouvelle de manière positive. Les parents des deux jeunes gens ont soutenu le couple. Ils considéraient la naissance de l'enfant et la création d'une famille complète comme une bénédiction divine. Les parents de Randy étaient récemment à la retraite et avaient suffisamment de temps libre pour aider les jeunes amoureux à élever leur enfant. Les parents de Randy voulaient que le jeune couple obtienne une éducation universitaire et construise leur vie. Vu que Whitney était enceinte, ils ont proposé au couple de venir vivre dans la petite ville de Saint-Paris, dans l'Ohio. C'est une petite ville de moins de 2000 habitants, où vivait la famille de Randy. Le jeune couple a volontiers accepté l'offre des parents de Randy. Peu de temps après, le couple a déménagé dans la petite ville de Saint-Paris. Les premiers mois après le déménagement, alors que la jeune fille était enceinte, ils vivaient dans un appartement d'une pièce et travaillaient. Juste après la naissance de leur enfant, une fille, le couple a décidé de déménager chez les parents de Randy. Cela devait considérablement simplifier leur vie et leur permettre de concilier facilement études et travail. C'était avantageux d'un point de vue financier, car ils n'avaient plus à dépenser la majeure partie de leur argent gagné pour payer le loyer. De plus, la grand-mère et le grand-père pouvaient passer du temps avec leur petite fille en permanence, ce qui semblait bénéfique pour tout le monde. En plus des parents de Randy, son frère cadet Rodney vivait chez ses parents. La différence d'âge entre les deux jeunes hommes était minime. Il étudiait aussi, travaillait et construisait son propre destin. Ils vivaient ensemble comme une grande famille unie, se soutenant mutuellement. Tout semblait se dérouler parfaitement.
La tragédie qui a suivi ces événements s'est avérée d'autant plus inattendue et étrange. Le 1er octobre 2020, Randy s'est rendu au poste de police pour signaler la disparition de sa petite amie. Il a expliqué qu'il l'avait vue pour la dernière fois le soir du 30 septembre. Ils s'étaient disputés, après quoi il était parti retrouver des amis. Le conflit s'était poursuivi entre Whitney et la mère de Randy, Valérie. Randy n'a pas attendu pour voir comment la situation évoluerait. Selon lui, ils devaient passer la soirée ensemble, mais sa petite amie avait refusé de venir et était restée à la maison. Quelques heures plus tard, elle devait être récupérée en voiture par les amis de Randy afin qu'ils puissent tous s'amuser ensemble. Randy a admis qu'à l'heure prévue, l'un de ses amis était venu chercher Whitney, mais qu'elle ne l'avait pas attendu devant la maison comme prévu. Son ami l'a appelé plusieurs fois, mais Whitney a ignoré les appels. Il a attendu un moment dans la voiture près de la maison, puis a supposé qu'elle avait peut-être été emmenée par quelqu'un d'autre ou que ses plans avaient changé. Par conséquent, il n'a pas perdu de temps et s'est rendu à la fête où Randy se trouvait. Son ami espérait y trouver Whitney, mais elle n'était pas là. Il a informé Randy qu'il n'avait pas réussi à récupérer Whitney et qu'il espérait la retrouver à la fête. Cela a inquiété Randy, qui a également essayé de contacter sa petite amie à plusieurs reprises, sans succès. De plus en plus inquiet, Randy a contacté ses parents, qui étaient à la maison à ce moment-là. Selon eux, Whitney était partie depuis longtemps, presque immédiatement après lui. Quelqu'un était venu la chercher en voiture. Valérie avait vu une voiture inconnue s'arrêter dans l'allée et Whitney y était montée. Cependant, Valérie n'a pas pu dire qui exactement l'avait emmenée et combien de personnes étaient dans la voiture car la voiture était complètement teintée. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, Whitney avait cessé de communiquer. Personne ne l'a plus revue. Randy avait attendu un jour de plus en espérant que Whitney était peut-être chez des amis et qu'elle reviendrait. Après tout, sa fille l'attendait à la maison, ses parents prenaient soin de leur petite fille en attendant le retour de sa mère. Randy avait alors appelé tous ses amis et connaissances, mais personne n'avait vu Whitney. Incapable de découvrir avec qui elle était partie, il s'est finalement tourné vers la police. Naturellement, les policiers ont d'abord soupçonné Randy d'être impliqué dans l'affaire, car ce sont généralement les proches qui le sont dans de tels cas. Cependant, le jeune homme avait un alibi solide, confirmé par plusieurs témoins de la fête. Ses parents ont également attesté qu'il était parti de la maison sans Whitney. À la fête, il a rencontré ses amis et est resté avec eux jusqu'à l'arrivée d'un camarade qui a signalé qu'il n'avait pas pu récupérer Whitney à la maison. Elle était déjà partie avant lui. Cet homme a confirmé l'histoire de Randy chez les policiers, ce qui signifie que pendant la disparition de Whitney, Randy était à la fête. Les policiers ont contacté la mère de Whitney pour savoir si la jeune fille était venue chez elle. La mère a répondu qu'elle ne l'avait pas vue. Selon elle, Whitney lui avait dit qu'elle réglerait tous les problèmes et reviendrait bientôt vivre avec elle à cause des problèmes avec le père de son enfant. La mère a déclaré que Whitney ne pourrait jamais partir quelque part sans informer ses proches. Elle a insisté sur le fait que Whitney ne peut jamais abandonner son enfant, car elle est une mère responsable et qu'elle ne serait pas partie sans prévenir. Whitney aurait au moins dit où elle allait. Tout cela ne concordait pas avec les informations disponibles, c'est pourquoi les policiers ont pris l'affaire en main et ont commencé à organiser des recherches pour retrouver la disparue. Pendant ce temps, le même jour du 1er octobre 2020, un homme se promenait dans la forêt dense qui entoure le lac Kiser en Géorgie. Lorsqu'il a atteint une falaise escarpée, quelque chose d'inhabituel a attiré son attention. En bas, parmi les rochers, une tache de couleur vive se distinguait. Intrigué, l'homme a scruté plus attentivement et a découvert avec stupeur une personne allongée face contre terre au fond du ravin. Pensant qu'il s'agissait peut-être d'un randonneur ayant fait une chute accidentelle, il a senti l'inquiétude monter en lui. Craignant que la victime ait besoin d'une aide urgente, il s'est mis à crier en direction de la personne, espérant une réponse, mais aucun signe de vie ne lui est parvenu. Descendre seul cette falaise escarpée aurait été trop dangereux. L'homme, conscient des risques, a décidé judicieusement de contacter les services de secours. Rapidement, les spécialistes sont arrivés sur les lieux, équipés pour intervenir en terrain difficile. Ils sont descendus avec précaution et ont atteint la victime. Il était clair que toute aide serait vaine. La victime était une jeune fille, et les sauveteurs ont compris immédiatement qu'elle n'était pas morte des suites d'une chute. Son cou et son visage présentaient des signes évidents d'étouffement,
avec des ecchymoses semblables à des marques de main. De plus, elle ne portait aucune blessure caractéristique d'une chute d'une grande hauteur, ce qui indiquait clairement que sa mort était due à une violence délibérée. Cependant, il n'a pas été possible d'identifier immédiatement la victime, elle n'avait pas de documents sur elle. Tout ce que les policiers présents sur les lieux pouvaient utiliser comme référence étaient les vêtements de la jeune fille et d'autres caractéristiques d'identification, y compris un piercing. Pour commencer, les forces de l'ordre ont décidé de vérifier les listes des personnes disparues récemment. En examinant les déclarations qui avaient été faites à la police, les enquêteurs ont rapidement réussi à trouver une personne correspondant à la description. Apparemment, il s'agissait de Whitney Lynn Ostler, âgée de 25 ans. Elle ressemblait beaucoup à la personne disparue en termes de vêtements et de caractéristiques physiques. La déclaration de disparition de Whitney était parvenue au poste de police littéralement quelques heures avant qu'un témoin fortuit ne contacte les services de secours. Plus tard, cette version a été confirmée. Il s'agissait bien de Whitney. Les médecins légistes ont déterminé que la cause du décès était une asphyxie. Compte tenu de la nature des blessures, il était évident qu'il s'agissait d'un meurtre. Les policiers se sont alors lancés dans une enquête approfondie pour comprendre les circonstances de la mort de Whitney. En analysant les dernières heures de sa vie, les enquêteurs ont réalisé que les seules personnes en contact avec elle étaient son partenaire Randy, avec qui elle envisageait de se marier, ainsi que son père Rodney Sr. et sa mère Valérie. Le frère cadet de Randy était également considéré comme un suspect, car il vivait avec la famille dans la même maison. La police est arrivée chez les Ryder, mais à part le frère de Randy, personne d'autre n'était là. Le jeune homme a déclaré que ses parents avaient pris leur petite fille et étaient partis à la chasse dans les bois. Les policiers ont alors décidé de parler à ce jeune homme. Il s'est avéré que Rodney, le frère cadet de Randy, était au travail du matin jusqu'au soir le jour de la disparition de la jeune fille. Cela a été confirmé par ses collègues et les enregistrements des caméras de surveillance. Au moment où il était rentré chez lui, la jeune fille était déjà morte depuis plusieurs heures. C'est pourquoi le jeune homme a été immédiatement exclu de la liste des suspects. Randy, comme cela avait déjà été confirmé, était à une fête au moment de la disparition de Whitney et n'était pas non plus considéré comme un suspect. Des questions restaient en suspens concernant les parents de Randy. Rodney Sr. et Valérie étaient les seuls témoins qui avaient vu Whitney sortir de la maison et monter dans une voiture inconnue après le départ de leur fils. Personne d'autre n'avait vu Whitney monter dans cette voiture. Les policiers ont longuement discuté avec le frère cadet de Randy. Valérie et son mari sont rentrés chez eux seulement 6 heures plus tard. Ils étaient tous sales et ont dit aux policiers qu'ils étaient allés chercher des cerfs dans la forêt, bien que cela a suscité de gros doutes. Valérie et son mari ont pu décrire la voiture dans laquelle Whitney était montée avant de disparaître. Mais cependant, ils ont dit aux policiers qu'ils n'avaient pas vu la plaque d'immatriculation ni le conducteur, ils n'y avaient pas prêté attention. Les parents de Randy n'avaient pas accordé beaucoup d'importance à ce véhicule, car ils savaient que quelqu'un devait venir chercher Whitney pour l'emmener à une fête. Ils avaient pensé que c'était ses amis qui étaient venus la chercher. Comme elle était montée dans la voiture calmement, cela signifiait qu'elle connaissait le conducteur. Les policiers ont quitté la maison de la famille vers 19 heures. Ils n'ont pas obtenu d'informations précieuses des témoins et ont décidé d'inspecter le lieu de la disparition de la fille dans la rue où, selon les parents, une voiture suspecte aux vitres teintées de couleur bordeaux foncé s'était arrêtée. Selon Valérie, pendant qu'elle était à côté de leur pick-up familial de couleur blanche, Whitney est sortie de la maison et est partie dans cette voiture inconnue. Malheureusement pour les enquêteurs, il n'y avait pas de caméra de surveillance à cet endroit. Lorsque les policiers sont passés devant ce pick-up, ils ont remarqué accidentellement des traces et des objets suspects dans la benne du pick-up. À l'intérieur se trouvaient plusieurs sacs poubelles noirs avec des restes de rubans adhésifs. Il y avait aussi des pantoufles et des gants de femme. Tout cela était sale. L'ensemble d'objets semblait suspect. Il ne semblait pas que ces objets pouvaient être utilisés pour la chasse. Les forces de l'ordre savaient dans quel cas les sacs poubelles et le ruban adhésif sont utilisés, généralement pour dissimuler des meurtres. Les objets semblaient avoir été utilisés pour immobiliser une personne. Sur le ruban adhésif, les enquêteurs ont découvert plusieurs cheveux arrachés avec leurs racines de la même couleur et longueur que ceux de Whitney.
Il était évident qu'ils ont été arrachés avec force. De plus, à l'intérieur se trouvait un grand chariot à 2 roues destiné au transport des bagages. Il était très sale, comme s'il avait été utilisé sur un chemin de terre récemment. Les policiers n'ont pas voulu attirer l'attention des propriétaires de la voiture sur leur découverte, mais à ce moment-là, ils ont commencé à soupçonner l'implication de la famille dans la disparition de la jeune fille. Les enquêteurs ont eu peur de faire fuir les suspects, qui étaient la famille Ryder. Les policiers sont calmement retournés à la maison et ont demandé à inspecter la chambre de la disparue. Les policiers voulaient inspecter et obtenir son téléphone portable et son ordinateur pour les analyser. Valérie et son mari ont accepté de laisser entrer les policiers. Les enquêteurs ont inspecté la chambre de Whitney, ont trouvé le téléphone portable de la défunte, ainsi qu'un rouleau de ruban adhésif presque vide, identique à celui qu'ils avaient vu dans la benne du pick-up avec des restes de cheveux. Les policiers en ont informé les propriétaires de la maison et leur ont demandé des explications. Ils ne se sont pas démontés et ont commencé à répondre aux questions. Selon les parents de Randy, ce jour-là, Whitney faisait le ménage dans la chambre. Et il est tout à fait possible qu'un morceau de cheveux se soit accidentellement collé sur le ruban adhésif lorsqu'elle se peignait. Peu de temps avant l'incident, elle était malade et perdait ses cheveux. Tout le monde, y compris Randy, l'a confirmé. Malgré la confiance dans les témoignages et l'absence de confusion, les enquêteurs ont aussitôt soupçonné que Valérie et son mari mentaient. La version selon laquelle les cheveux s'étaient collés au ruban adhésif semblait totalement invraisemblable. En même temps, Valérie et son mari se sont comportés de manière très calme lors de cet entretien avec les policiers. Il était évident qu'ils étaient bouleversés par la disparition de la jeune fille. Les policiers n'ont remarqué aucun changement de comportement chez Valérie et son mari lorsqu'ils les ont interrogés sur les indices découverts. Cependant, Rodney Senior était très émotif. Presque tout au long de la visite de la police, il avait une respiration rapide. Il semblait agité et préoccupé. Il réfléchissait longuement avant de répondre à chaque question des policiers. Les enquêteurs ont été intrigués par son comportement et ont décidé de l'interroger au poste de police. L'homme a été emmené avec eux et il a raconté la même histoire que son fils. Selon Rodney Senior, peu de temps avant le départ de la jeune fille pour la fête, il y a eu une grave dispute entre Whitney et Valérie. Le conflit avait commencé d'abord entre Whitney et Randy dans leur chambre et la mère du garçon s'est impliquée. Whitney était furieuse. Elle a déclaré qu'elle avait des preuves de l'infidélité de Randy et qu'elle prévoyait de le quitter. Non seulement elle voulait le quitter, mais elle avait décidé de retourner vivre chez sa mère avec sa fille. Selon l'homme, Valérie, ayant entendu la dispute, est entrée dans la chambre des jeunes et a essayé de calmer la jeune fille. Elle voulait lui parler et la convaincre qu'elle se trompait au sujet de son fils. Pendant cette dispute, Randy s'est enflammé et est parti seul à la fête. De l'aveu même du chef de famille, Whitney avait ensuite réussi à se calmer. Elle était partie avec des amis dans une voiture inconnue. En même temps, elle avait accepté de poursuivre cette conversation plus tard avec Valérie, mais elle n'est pas revenue, et il ne savait pas ce qui lui était arrivé. Rodney Senior a également confirmé que son fils était réellement un fêtard et qu'il avait une maîtresse. Les informations sur sa maîtresse ont été révélées quand sa maîtresse a annoncé qu'elle était enceinte. Cela s'est produit quelques jours avant la disparition de Whitney. La disparue était convaincue que l'enfant de la maîtresse était celui de Randy. C'est pourquoi elle a décidé de le quitter. Toute cette histoire semblait suspecte. En premier lieu parce que le jeune homme lui-même avait caché ces informations lors du premier interrogatoire, et aussi parce que la famille suspecte avait un motif de se débarrasser de la jeune fille. Randy a également été invité au poste de police pour un entretien. Tout d'abord, on lui a demandé pourquoi il n'avait pas parlé de la raison de la dispute avec Whitney. Selon le garçon, il n'avait pas immédiatement révélé cette question délicate à la police, car il pensait que cela ne jouerait aucun rôle dans la recherche de sa bien-aimée et qu'il ne voulait pas se compromettre. Au moment où il s'est rendu au poste de police, personne de cette famille n'était au courant que Whitney était morte. Les policiers ne leur ont rien dit. Les enquêteurs pensaient que le conflit survenu avec les parents du garçon pourrait avoir un lien avec la mort de la jeune fille. Lors de l'interrogatoire, Randy a confirmé l'histoire de son père. Le garçon a déclaré qu'au moment de la dispute, il était dans sa chambre au 2e étage avec Whitney. La fille a commencé une dispute en l'accusant d'infidélité.
Elle a dit qu'elle allait rompre leur relation et déménager avec sa fille. Valérie est intervenue. Ils ont discuté de quelque chose à voix haute et sont descendus au rez-de-chaussée. À un moment donné, la dispute s'est calmée, mais le garçon a entendu des bruits étranges. Cependant, ils ne l'ont pas effrayé ni alerté. Randy est simplement resté dans sa chambre. Quand tout s'est calmé quelques minutes plus tard, son père est entré dans sa chambre, visiblement très agité. Rodney Senior a formulé une demande plutôt inhabituelle à son fils. Il voulait que son fils quitte la maison pendant quelques jours et qu'il soit bien en vue afin que tout le monde sache où il se trouve. Randy n'est pas entré dans les détails de ce qui s'était passé. Il a simplement pris ses affaires et s'est rendu chez ses amis avec lesquels ils allaient passer la soirée. Il n'a jamais revu Whitney. Le comportement du jeune homme semblait étrange aux enquêteurs. Ils ne comprenaient pas pourquoi il avait quitté la maison si facilement à la demande de son père et ne s'était même pas enquis de ce qui s'était passé en bas. Randy s'est excusé en expliquant que toute cette histoire avec sa maîtresse l'avait vraiment bouleversé et assommé. Le jeune homme s'est donc confié à ses parents. Il pensait que son père lui proposait ainsi de prendre un temps d'arrêt dans leur relation et de laisser Whitney se calmer. Comme il était en froid avec la fille, Randy n'est pas allé la chercher et est parti sans elle. Étant donné les circonstances de leur conflit, tout le monde à la fête a pensé que la fille n'était pas venue à cause de la dispute. Personne ne pensait qu'elle aurait pu disparaître, encore moins être tuée. Elle n'avait pas d'ennemis. Whitney était considérée comme une fille gentille et amicale. Selon les invités de la fête, Randy était bouleversé toute la soirée. Il a essayé de contacter Whitney plusieurs fois, mais elle est restée silencieuse. Il ne savait vraiment pas ce qui lui était arrivé. Le garçon pensait que sa fiancée l'ignorait à cause du conflit. Mais Randy savait qu'elle ne pouvait pas simplement disparaître comme ça. Dans tous les cas, même en se séparant, il devait résoudre de nombreuses questions connexes, y compris la garde de l'enfant. C'est pourquoi le garçon s'est tourné vers la police. Cependant, le corps de Whitney a été retrouvé au fond d'un ravin. Tout portait à croire que les parents de Randy avaient tué Whitney pendant qu'il se trouvait au rez-de-chaussée et s'étaient ensuite débarrassés de son corps en essayant de faire croire à un départ volontaire. Mais les experts médico-légaux et les policiers expérimentés n'ont pas été dupés par cette tromperie. Les enquêteurs ont alors informé Valérie, Randy et Rodney Senior que le corps de Whitney avait été retrouvé. Cela a été fait spécifiquement pour provoquer une réaction émotionnelle chez eux et surveiller la réaction des suspects. Après l'annonce de la nouvelle de sa mort, les enquêteurs ont remarqué que Rodney Senior était immédiatement devenu nerveux. Ce n'était pas une inquiétude pour la perte d'un être cher. Il cachait clairement quelque chose et craignait d'être découvert. Les enquêteurs ont alors décidé de passer à une étape plus radicale. Ils ont montré au chef de famille des photos du lieu où Whitney avait été retrouvée, avec les détails les plus désagréables. En voyant le corps ensanglanté de la mère de sa petite fille, l'homme s'est effondré. Ce stratagème psychologique a permis de le démasquer. L'homme a alors commencé à parler. Rodney Senior a raconté qu'au jour de la disparition de la jeune fille, il se trouvait dans la chambre au premier étage et dormait. Il a été réveillé par un bruit étrange et fort, qui lui a semblé suspect et inquiétant. Une sorte d'agitation dans la pièce voisine s'est poursuivie pendant plusieurs minutes. Il a décidé alors de se lever et d'aller voir ce qui se passait. Lorsque le père de famille a regardé dans la chambre voisine, il a vu Whitney allongée sur le lit, le visage vers le haut. Elle ne bougeait pas et portait un sac en polyéthylène sur la tête, étroitement entouré de rubans adhésifs autour du cou. Valérie se tenait à côté du lit, un écheveau de rubans adhésifs dans les mains. Selon l'homme, il était en état de choc, et les heures qui ont suivi se sont déroulées comme dans un brouillard. Sa femme lui a expliqué qu'elle avait été furieuse en réalisant qu'elle ne reverrait jamais sa petite fille. Elle s'est alors instinctivement jetée sur Whitney et l'a étranglée. Rodney Senior est resté silencieux et a fait machinalement tout ce qui était nécessaire pour aider sa femme à se débarrasser du corps. Avant de le faire, il a chassé son fils de la maison pour qu'il ne soit pas témoin de ce qui s'était passé. Une fois Randy parti, le chef de famille est retourné dans la pièce où se trouvait Valérie. Elle a alors essayé de mettre le corps dans de grands sacs en polyéthylène. L'homme a expliqué qu'il était dans un état d'esprit étrange. Il observait tout cela en silence et ressentait une lourde douleur intérieure. Cependant, il ne pouvait rien y faire.
Il est resté stupéfait jusqu'à ce que sa femme lui demande d'apporter un chariot à 2 roues et un grand sac. Valérie a finalement réussi à emballer le corps de la victime. Avec son mari, ils l'ont chargé dans la benne du pick-up. Valérie et son mari sont retournés à la maison où ils sont restés un certain temps pendant que la femme réfléchissait où il valait mieux jeter Whitney. Elle a décidé que le meilleur endroit serait la falaise près du lac Keyser. Sur la banquette arrière, la grand-mère et le grand-père ont installé la fille de 2 ans de la défunte, car ils ne pouvaient pas laisser l'enfant seul à la maison. Ils sont arrivés à cet endroit tard dans la nuit. L'enfant était à côté d'eux, endormi et ignorant que sa mère avait été cruellement assassinée et que son corps était en train d'être éliminé à ce moment précis. Le plus terrible, c'est que c'étaient des gens que Whitney considérait proches et en qui elle avait confiance qui ont commis cet acte horrible. Après avoir jeté le corps, le couple a pris des sacs poubelles, des morceaux de ruban adhésif, un sac et un chariot. Ils voulaient se débarrasser plus tard de toutes ces preuves, mais heureusement, ils n'ont pas eu le temps. Rodney Senior était très nerveux lorsqu'il témoignait, mais on ne pouvait pas en dire autant de Valérie. Pendant son interrogatoire dans la pièce voisine, elle se comportait calmement et ne laissait pas transparaître ses émotions. Les enquêteurs ont parlé à chaque suspect dans des pièces différentes, et Valérie ne savait pas que son mari avait tout avoué. Jusqu'au dernier moment, la femme était indifférente et distante. Elle continuait à affirmer que la mère de sa petite-fille était montée dans une voiture inconnue avec une amie et était partie. Cependant, la femme a radicalement changé lorsque les enquêteurs ont raconté les aveux de son mari qu'il avait fait dans la pièce voisine. Valérie a visiblement changé, car elle n'avait plus besoin de faire semblant. Elle a confirmé les paroles de son époux en déclarant qu'elle avait effectivement étranglé Whitney. Enfin, la seule personne qui était présente auprès de la victime au moment de sa mort, qui avait tout vu de ses propres yeux et même fait cela de ses propres mains, pouvait raconter ce qui s'était passé ce soir-là fatal. Selon la femme, elle avait entendu une violente dispute entre Whitney et Randy à l'étage. À un moment donné, elle est intervenue lorsqu'elle a réalisé que la jeune fille prévoyait de partir et d'emmener l'enfant avec elle. Whitney était furieuse. Elle a commencé à menacer qu'ils ne reverraient jamais leur petite fille et a même commencé à rassembler ses affaires. Valérie a été très effrayée par la possibilité que Whitney réalise réellement ses menaces. Elle craignait de ne plus jamais revoir sa petite fille, qu'elle aimait tant. Sa petite fille était tout son univers, qu'elle ne pouvait pas laisser partir. À ce moment-là, Valérie a perdu le contrôle d'elle-même. Elle a décrit son état à ce moment-là comme une sorte de psychose. Elle avait l'impression comme si elle était possédée. Elle s'est alors jetée sur la fiancée de son fils et a commencé à l'étrangler. Valérie a décrit cela comme une haine virale qui s'est dégagée en elle. Elle a dit qu'elle ne voulait pas vraiment tuer Whitney. Elle a immédiatement commencé à invoquer la suite des événements. Après l'étranglement, elle a mis un sac poubelle sur la tête de la jeune mère, la même scotchée. Valérie ne voulait clairement pas laisser Whitney en vie, c'est pourquoi elle agissait avec détermination. La femme elle-même a déclaré qu'elle avait lutté contre Whitney et n'a même pas réalisé comment le sac s'est retrouvé sur sa tête. Après que le sac se soit retrouvé autour du cou de la jeune fille, Rodney Senior est apparu dans l'embrasure de la porte et est resté figé d'horreur devant ce qu'il voyait. C'est elle-même qui a ordonné à l'homme de chasser Randy pour lui fournir un alibi. Le reste de l'aveu correspondait entièrement aux paroles de son mari. Cependant, Valérie a insisté sur le fait qu'elle avait commis l'attaque dans un état de choc, sans se rendre compte de ce qui se passait. L'aveu de la belle-mère était terrifiant. En particulier, les policiers ont été choqués par le fait que le meurtre ait été commis en présence d'un enfant. Ils étaient également allés se débarrasser du corps avec la petite fille. Il restait à savoir si le crime avait été commis dans un accès de colère et n'avait pas été prémédité. La police a alors arrêté Valérie et son mari. Randy n'a pas été arrêté car il n'y avait rien contre lui. Cela a provoqué une vague d'indignation publique. Les voisins de la famille ainsi que les parents de la défunte étaient mécontents. Tous étaient persuadés que le jeune homme était impliqué dans la mort de la jeune femme. Ils pensaient que les parents ont simplement décidé de le protéger pour ne pas priver leur petite fille de son père. Dans ce cas, ils pourraient obtenir la garde de l'enfant et continuer à l'élever seul. Comme Rodney Senior n'était pas directement présent au moment du massacre et qu'il n'avait pas aidé la femme, les enquêteurs pensaient que Randy aurait très bien pu tuer sa petite amie avec l'aide de sa mère, puis être allé à la fête.
Ses soupçons étaient en effet justifiés, car le jeune homme avait déjà gardé le silence sur certains faits lors de la première rencontre avec la police. Son père, lorsqu'il l'avait mis à la porte, lui avait ouvertement parlé de la nécessité d'un alibi. Il était difficile de croire que Randy ne s'était pas rendu compte de ce qui s'était passé, étant donné que sa petite amie avait disparu. On pouvait également se demander comment une femme de 52 ans aurait pu s'occuper d'une Whitney jeune, active et raisonnablement forte. Mais c'était tout à fait possible si la femme était vraiment dans un état d'affect. Cela aurait pu lui donner de la force. Randy a nié toutes les accusations et a passé avec succès le test du détecteur de mensonges. Aucune preuve n'ayant été apportée contre lui, aucune charge n'a été retenue contre lui en rapport avec la mort de Whitney. En décembre 2020, le couple était en détention en attente de leur procès. Pendant cette période, Rodney, âgé de 54 ans, a demandé un accord à l'accusation. Dans le cadre de cet accord, en échange de sa reconnaissance de culpabilité et de sa coopération, l'homme n'a été condamné qu'à 3 ans de prison. Il a été libéré de prison le 28 mars 2023. Le procès de Valérie, âgée de 53 ans, a commencé en février 2021. La défense a tenté de prouver l'innocence de la femme. La victime a été enlevée en voiture et tuée par des inconnus. Ensuite, ses avocats ont soutenu que Randy et Rodney Sr. étaient responsables de tout. Cependant, le parquet a réfuté ces conclusions. L'ADN de la défunte et de Valérie a été retrouvé sur du ruban adhésif, un sac, un chariot et des sacs poubelles. Des traces de Rodney Sr. ont été trouvées sur certains objets, ce qui signifiait qu'il était directement lié au meurtre de la jeune fille et à la dissimulation de son corps. Son mari et son fils Randy ont témoigné contre Valérie et ont donné des dépositions à charge. Cela n'a laissé aucune chance à la défense de disculper l'accusé. Finalement, le jury a déclaré la femme coupable de meurtre au premier degré et de falsification de preuves. Elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 21 ans. Elle pourra être libérée en 2041. La garde de la petite fille a été confiée à Chelsea, la sœur de la défunte. La famille Ostler s'occupe de son éducation et la communication avec son père et sa famille lui a été interdite. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.